Je suis très très content de pouvoir venir discuter de la question des extrémismes avec vous. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais débat, il n'y a pas de mauvais sujet. Parfois il y a de mauvaises manières d'apporter les sujets, de mauvaises manières de mener les débats, mais tous les débats méritent d'être menés. Alors peut-être me présenter rapidement, très rapidement sur cette question-là, parce que vous ne savez pas forcément d'où je débarque. Donc je suis impliqué dans les questions de sécurité nationale et internationale depuis une quinzaine d'années, pas seulement dans une tour d'ivoire universitaire, mais également sur le terrain, puisque j'ai donc servi sous les drapeaux, comme on dit en France. J'ai donc fait mon service militaire comme officier et j'ai servi en ex-Yougoslavie un petit peu. J'ai également beaucoup travaillé au renforcement des capacités africaines pour les opérations de paix pendant plusieurs années, donc la formation des militaires et des policiers en pré-déploiement. J'ai travaillé un petit peu pour le secteur privé. Et également, depuis maintenant plusieurs années, on est très présent sur le terrain et on fait beaucoup de prévention avec les jeunes, avec les milieux de la pratique, à droite et à gauche, sur les questions d'extrémisme violent. Donc, tout ça pour dire que la présentation d'aujourd'hui, elle est nourrie à la fois par une réflexion un peu analytique, mais également beaucoup par le terrain, par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, par les discussions qu'on mène avec nos partenaires. Donc, ah oui, je veux bien. Tac, super. Alors, petite mise en contexte. C'est bon, on peut y aller. De quoi on va parler, de quoi on parle aujourd'hui? On m'a invité à venir vous parler de la montée des extrémismes. Alors, évidemment, comme tout bon universitaire, j'aimerais ça faire une toute petite introduction là-dessus, pour qu'on sache de quoi on parle, qu'on s'entende tous sur le sujet du jour. L'extrémisme, en tout cas le discours radical en tant que tel, est assez répandu dans l'espace public finalement. On est tous le radical de quelqu'un. Donc le radical, c'est celui qui prend des discours qui sont finalement parfois un petit peu contre les positions dominantes et qui des fois va un peu finalement tranquillement s'enfermer et puis devenir plus intégriste dans sa manière de penser, donc vouloir imposer son idée aux autres. À un moment donné, finalement, très extrémiste, où là, il y a une polarisation très clairement qui s'effectue, et puis, parfois, un passage à l'acte violent, avec l'extrémisme violent, évidemment, dans le cas ultime auquel on pense, le terrorisme. Donc tout ça, c'est un processus, mais c'est pas parce qu'on est radical un jour qu'on finit terroriste. Fort heureusement, c'est une extrême minorité de gens extrémistes qui un jour décident de passer à l'acte. Donc peut-être un élément important, hop, vous le voyez ici, je pense que le cadre du débat aujourd'hui, il se situe entre finalement le discours radical, la pensée extrême qui balance et qui oscille entre deux éléments importants. D'un côté, la liberté d'expression, qui est évidemment un principe cardinal dans les sociétés démocratiques. Et je rappellerai ici que souvent des gens ont été considérés comme radicaux, finalement, quand ils ont pris la parole à contre-courant. Et là, vous voyez quelques images. Alors au milieu, vous les reconnaissez évidemment tous. Martin Luther King, Gandhi, Mandela, c'est les grandes figures, hein, finalement, qu'on cite souvent, mais j'en ai mis un à gauche, puis un à droite. À gauche, c'est Louis Riel. Lui, on le connaît mieux, qui ici a pris effectivement la défense des métis et a payé ça au prix de sa vie. C'est sûr que Louis Riel, quand il disait qu'il fallait que les métis aient les mêmes droits que les autres, il passait pour un radical. C'est une certitude. Puis à droite, les suffragettes. Pourquoi les femmes voudraient voter finalement? Il n'y a pas 2 siècles de ça que les femmes ont réclamé le droit de vote. Puis elles se sont battues pour l'avoir, et là aussi, ça paraissait extrêmement radical à son époque. Donc cet exemple-là, c'est simplement pour situer que dans nos sociétés, et puis l'histoire de l'humanité est faite de gens aussi qui parfois ont pris la parole, et que le radicalisme, la radicalité a parfois été aussi, et souvent un moteur de progrès social. Donc les grandes luttes sociales ont d'abord été menées par des gens qui pouvaient paraître à l'origine radicaux. Sauf que, avec cette liberté-là, puis on réclame beaucoup de liberté dans nos sociétés contemporaines, individualistes, vient nécessairement une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté qu'on chérit? Et cette responsabilité-là, effectivement, elle est
et elle relève, dans une certaine mesure, d'un principe fondamental qui est celui qu'on ne peut pas manquer de respect, que ma liberté va s'arrêter là où commence celle des autres. Et c'est exactement l'autre côté du balancier, la question du discours haineux. Et vous le savez, le discours haineux, il balise cette expression ou cette liberté d'expression-là. Et le code criminel couvre le discours haineux, les crimes haineux évidemment, mais le discours haineux, c'est finalement quand on est dans l'espace public et puis qu'on appelle à la haine contre un groupe, contre n'importe qui, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et c'est un devoir collectif qu'on a de jamais prendre pour acquis que finalement, entre la liberté d'expression et le discours haineux, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas en société, il y a un curseur. Et le curseur, c'est à nous, individuellement, collectivement, de choisir où est-ce qu'on le place. Est-ce qu'on a plus de liberté, trop de liberté? Comment est-ce que ça peut nuire à un moment donné, finalement, au vivre ensemble? Et puis, à cette façon qu'on devrait avoir de discuter. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, une des difficultés, et on le constate, c'est la polarisation de ce dialogue-là. On n'est plus trop capable de se parler. Et puis rapidement, on en arrive à des positions radicales qui finalement grèvent effectivement la liberté de certains individus. Donc, c'est de ça dont on va parler. L'élément important là-dedans, finalement, la prise de parole publique, la prise de parole privée, elle est importante, elle doit être documentée, elle doit aussi s'établir parfois sur des faits, ce qui manque un peu. Je vous parlais du terrorisme, je vais juste vous dire deux choses sur le terrorisme, simplement pour replacer la nécessité, à mon avis, quand on prend la parole, de s'assurer qu'on a les faits à portée de main. Vous voyez le schéma à gauche? Il recense les attentats aux États-Unis depuis le 11 septembre. Ça n'inclut pas le 11 septembre. La petite courbe en haut, en rouge, elle montre les attaques non djihadistes. La petite courbe en dessous, en jaune, elle montre les attaques djihadistes. Alors ça s'arrête en 2015, depuis il y a eu quelques attentats. Mettons qu'aujourd'hui les deux courbes sont au même niveau. Ce que ça nous dit, c'est qu'en territoire américain, 50% des attaques terroristes, donc des morts par attaque terroriste, ont été effectivement faites par les djihadistes, mais 50 autres % ont été faites par d'autres groupes, principalement l'extrême droite et les groupes antigouvernementaux. Ça, c'est des chiffres. Donc aujourd'hui, dans les médias, on couvre évidemment beaucoup le djihadisme, et il a raison. Il a raison, le djihadisme violent est un fléau auquel on doit faire face. Mais il n'est pas le seul. Mais il n'est pas le seul. Donc ça, c'est un premier élément, quand on prend la question du terrorisme, souvent, et c'est très émotif, qu'on doit conserver à l'esprit. Le deuxième schéma en bas, il vous montre les attaques terroristes dans le monde. Vous voyez les petits points rouges en bas? Ben ça, c'est les attaques terroristes en Occident. Regardez les dernières colonnes. On n'y est quasiment pas. Ça veut dire que l'Occident est probablement l'espace politique le moins frappé par les attaques terroristes dans le monde. Est-ce qu'il y en a déjà trop chez nous? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur le continent européen? Oui. Est-ce que les 2 morts de trop qu'on a eu au Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, c'était trop? Oui, évidemment. Une mort est une mort et il faut la pleurer. Reste que ce schéma-là montre clairement qu'il y a une démesure entre la manière dont on couvre les attaques terroristes en Europe ou en Amérique du Nord et dans le reste du monde. 80% des morts du terrorisme dans les dernières années viennent de 5 pays. Je vous les donne en mille. La Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria. Ça, c'est 5 pays où l'essentiel de la population est musulmane. Qu'est-ce que ça signifie? Que la très grande majorité des victimes du terrorisme musulman ou islamiste radical sont d'abord des musulmans. Pas les seuls, mais aussi. Donc ça, c'est important, parce que quand nous, on les voit arriver, les réfugiés, etc., ils fuient ces pays-là. Ils fuient des pays dans lesquels eux-mêmes sont des victimes du terrorisme. Et pourtant, on donne, nous, une résonance bien plus importante, et c'est normal, vous connaissez, on appelle ça le kilomètre zéro. Plus la victime est proche de nous, plus elle nous ressemble, plus c'est couvert par les journaux, par les médias, etc. C'est correct, c'est logique. Mais en même temps, je pense que des fois, il faut se donner le recul de voir ça. Donc vous voyez, simplement là, quand on parlait de terrorisme, je voulais rappeler 2 paramètres qui me semblent fondamentaux de conserver à l'esprit. Et souvent, vous voyez, les chroniqueurs ou l'émotion, ou etc., nous éloignent un peu des faits. Et nos perceptions
perceptions, des fois, peuvent être pas mal biaisées par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par rapport finalement aux réalités statistiques. Alors, c'est parfait. Aujourd'hui, on est dans une tempête parfaite. On est dans une tempête parfaite. Moi, je suis donc, je vous le disais peut-être tout à l'heure, un immigrant de première génération. Je suis aujourd'hui un franco-québécois, fier de son pays d'origine, la France, fier de sa terre d'accueil, le Québec. Je suis critique sur les deux aussi. Après 15 ans de vie, on a le droit d'être critique quand même. Je suis plus critique de mon pays d'origine que des terres qui m'accueillent. Je me garde toujours une petite gemme, mais mettons quand même que je pense que je paye des impôts comme tout le monde, je contribue à la société activement, donc j'ai le droit de le critiquer. C'est ma liberté d'expression. Aujourd'hui, on est dans une tempête parfaite, et vous la voyez, cette tempête parfaite, finalement, elle est faite d'éléments internationaux et d'éléments nationaux. Alors évidemment, en haut à droite, vous le voyez, le terrorisme international, c'est une peur, c'est une crainte, c'est anxiogène, et puis je le comprends. Je suis moi-même inquiet, je couvrais les attentats de Charlie Hebdo en direct sur Radio-Canada, et j'avais pas encore de nouvelles de ma famille, dont une partie vit à Paris, donc je couvrais ça en direct, puis je savais que des gens de chez moi étaient probablement dans la zone, etc. etc. Donc j'avais cette inquiétude comme n'importe qui. Évidemment, le terrorisme va générer des conflits, des crises, etc. Puis vous voyez, il y a une vraie crise de l'immigration. Et ça, c'est le dessin en bas à droite, une crise des migrants qui, effectivement, des gens qui fuient les territoires en conflit, notamment en Europe, qui a été extrêmement affectée par beaucoup de gens, évidemment, pour des raisons géographiques qui essayent de rejoindre l'Europe. Alors là, c'est sûr que quand on nous a parlé de crise de l'immigration à la frontière entre le Canada et les États-Unis, qu'on parle de 8000 réfugiés haïtiens et qu'en Allemagne, on sait qu'il y a 1 million de réfugiés syriens, on peut sourire collectivement de l'emploi du mot crise. Mais c'est pas grave. La crise, c'est toujours à la proportion, à l'échelle qu'on a de gérer un phénomène. L'élection de M. Trump, et puis je partirai pas de politique sur M. Trump, mais a créé quand même, évidemment, un choc important sur la scène internationale, par son style de leadership, par parfois les propos qu'il est capable de tenir. Et donc, vous le voyez en Europe aussi, toute la question du Brexit, la sortie de l'Union européenne, et puis finalement la montée des populismes en Europe. Donc tous ces éléments-là, si vous voulez, aujourd'hui, créent une forme de tempête parfaite pour l'expression de formes d'extrémisme de tous bords. Une espèce de résurgence des peurs, des anxiétés, etc. Donc, ça c'est le portrait général. De quoi on parle quand on parle d'extrémisme au Québec? Et puis, il faut savoir le reconnaître. L'extrémisme, aucun groupe, aucune idéologie a le monopole de l'extrémisme. Donc l'extrémisme politique, il existe, il est bien présent, il va à l'extrême gauche, il va à l'extrême droite. Donc notez-le, j'ai bien dit que oui, il y a aussi un extrémisme d'extrême gauche, c'est une certitude. Et la violence, dans tous les cas, est condamnable. Elle n'est pas moins parce qu'on est à gauche que parce qu'on est à droite. Elle existe. Donc l'extrême gauche, l'extrême droite, le nationalisme, on en reparlera tout à l'heure. Historiquement au Québec, évidemment, on sait à quoi je fais référence. L'extrémisme religieux, politico-religieux, ça c'est ce dont on parle quand on parle du djihadisme violent. À l'heure actuelle, c'est évidemment avec cette religion-là qui frappe l'esprit, les franges les plus radicales qui donc mènent au nom de cette religion-là un combat international, parfois national. Les forces ou les groupes anti-gouvernementaux, on en parle un peu moins ici, mais ils sont extrêmement présents aux États-Unis, ce qu'on appelle les free men on the land, les parfois libertariens qui décident de ne pas reconnaître le pouvoir des autorités, qui donc finalement décident qu'ils n'ont pas à payer d'impôts, c'est pratique, j'aimerais bien faire ça aussi, ou alors que le devoir, le droit d'avoir des armes à feu est reconnu, etc., etc. Donc on en a un petit peu moins ici, mais moi je viens d'Estrie. En Estrie, on sait qu'il y a quand même une frange assez active à ce niveau-là. Les groupes environnementaux, etc., etc. Donc ça c'est le portrait, si vous voulez, je pense, des extrémismes au Canada et au Québec. Alors vous me direz, ok, tous ces groupes-là, et qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on parle que d'idéologie? Ben non, on ne parle pas que d'idéologie. L'extrémisme, il se mesure à l'idéologie, mais il se mesure aussi au crime. Au crime contre les biens, au crime contre la personne. Or, on constate au Canada et au Québec une augmentation des crimes haineux. Là, vous voyez les statistiques, c'est 2014-2015, c'est les plus récentes pour l'instant qui sont compilées.
Le tableau en haut à gauche va vous montrer qu'il y a notamment 2 types de crimes haineux qui ont connu une résurgence importante. Celle contre l'ethnie, les ethnies, donc les races, bien que les races n'existent pas, et celle, la motivation au nom de la religion. Donc, quand on parle d'idéologie, quand on parle d'extrémisme, c'est important aussi, pas seulement de s'intéresser aux idées, mais de s'intéresser aussi aux faits, à ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et ça, ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie de la tempête parfaite. C'est un mouvement à une tendance qu'on constate, pas seulement au Canada, qu'on constate aussi aux États-Unis depuis quelques années, une résurgence assez forte des crimes haineux, et évidemment en Europe. Donc, c'est bon. Parlons aujourd'hui, et là l'idée était vraiment de vous donner un topo général de ces questions-là. N'hésitez pas à m'interrompre, peut-être on prendra les questions à la fin, c'est plus pratique. Ici, à quoi on fait face? Donc, l'extrême droite, c'est quoi? C'est sûr, si je vous dis vous êtes d'extrême droite, vous allez me dire non. Si je vous dis vous êtes raciste, vous allez me dire non. Et dans les 2 cas, on va dire je ne suis pas d'extrême droite, mais je ne suis pas raciste, mais c'est ce qu'on entend le plus souvent. Alors évidemment, extrême droite, c'est un mot très stigmatisant, pour des raisons évidentes. L'histoire de l'extrême droite, évidemment, a marqué notamment le territoire européen. On sait à quoi je fais référence. Le national-socialisme, le fascisme, le franquisme, éventuellement le Portugal à l'époque des dictatures. Donc, c'est une idéologie extrêmement teintée évidemment de mots importants au niveau de l'histoire de l'humanité. Alors, la difficulté finalement, c'est d'essayer de qualifier des mouvements, de qualifier des groupes en les réduisant pas à ce mot-là. Parce qu'une fois que vous avez dit aux gens que vous êtes d'extrême droite, c'est comme si vous les disqualifiez et puis qu'il n'y a plus de discours possible. Néanmoins, et je pense que c'est important, mais pourquoi est-ce qu'on montre une photo de chat? On a souvent l'expression il faut appeler un chat un chat. Ben moi je dis je ne sais pas s'il faut appeler un chat, mais je vais vous dire, cette bête-là, elle a 2 oreilles, des moustaches, une queue et 3 pattes. Appelez-la comme vous voulez. J'ai pas dit que c'était un chat, mais si vous décidez que ça ressemble à un chat, fine. Alors je pense que ce qui est important, ça importe peu finalement, de dire oui, vous êtes d'extrême droite, non, etc., etc. Battons-nous pas nécessairement sur l'intitulé, encore qu'il puisse être important, battons-nous sur les discours que ces groupes-là sous-tendent, ou que certains de ces groupes-là sous-tendent, et avec parfois des nuances. Je ne suis pas venu ici pour ad nominem excommunier certains groupes, excommunier certains discours. Je suis venu pour en parler. Pour essayer de voir si, parfois, la manière dont on aborde certaines questions ne pourrait pas être différente. C'est une approche qui, à mon avis, est importante, parce qu'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un risque, il suffit qu'on dise extrême droite, on stigmatise, il n'y a plus de discours possible. Et je pense que ce matin, vous avez beaucoup discuté avec M. Nadeau de la démocratie, du syndicalisme, etc. Tous les phénomènes s'observent, la polarisation de tous les discours. T'es pour ou t'es contre? T'es gentil ou t'es méchant? T'es noir ou t'es blanc? À partir du moment où on nous explique qu'un problème de sciences sociales est simple, c'est forcément suspect. C'est forcément suspect. Si le problème s'énonce bien en 2 mots, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Puis les régimes autoritaires ont horreur des choses complexes, mais ils aiment beaucoup simplifier tout. Donc si on vous dit t'es pour ou t'es contre, dites bon, je te répondrai demain. Sauf si vous êtes contre. Mais quand vous passez en 7 minutes sur une radio et qu'on dit Morin, t'es pour ou t'es contre, t'es pour ou laisse-moi le temps de réfléchir, là, ça va. Peut-être qu'aujourd'hui je suis pour, demain je serai contre, mais on en parlera. Donc, historiquement, évidemment, c'est quoi les espèces de points communs qu'on retrouve entre les groupes d'extrême droite? À l'origine, l'extrême droite, elle était contre-révolutionnaire. Quand on prend la France, là, 18-19e siècle. Donc, c'était vraiment des regroupements qui disaient non à la révolution, non au libéralisme, non au socialisme, et qui finalement reconnaissaient assez peu la démocratie et prônaient la violence. Mais là, vous êtes d'accord, le contexte a changé. Donc déplacer un mot à son époque et puis essayer de lui donner la même signification aujourd'hui n'aurait aucun sens. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire de l'extrême droite est la matrice commune entre... Alors, oublions le mot extrême droite, parlons de la droite extrémiste. Okay, c'est un peu différent.
Donc le narratif commun de la droite extrémiste va porter beaucoup, souvent, sur la question, par exemple, du nationalisme. Elle va porter beaucoup sur la question des valeurs, du traditionnalisme, et parfois de manière évidemment ultra. Et donc, c'est un peu ces éléments-là, si vous voulez, essayer de reconnaître dans le discours des éléments pour dire, ben oui, quand même, ça s'apparente à l'extrême droite. En France, si vous êtes journaliste et que vous vous appelez le Front National de l'extrême droite, vous êtes poursuivi. Donc Madame Le Pen, dans son entreprise de dédiabolisation du Front National en France depuis quelques décennies, enfin en fait une décennie, évidemment interdit qu'on emploie ce terme-là pour qualifier l'extrême droite, le Front National. Donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, la difficulté, c'est si les gens vous disent non, je ne suis pas d'extrême droite, il y a aussi un double discours parfois, pas dans tous les groupes, mais un certain double discours, parce que ces groupes-là cherchent aujourd'hui une certaine légitimité, et, comme les syndicats, mais là la comparaison s'arrêtera là, du membership. Mais ça s'arrête là, évidemment. Mais donc, beaucoup de groupes aujourd'hui qui veulent jouer un rôle politique cherchent à être légitimes aux yeux d'une majeure partie de la population et cherchent du membership des membres. C'est ça qui leur donne une influence politique. Et je pense qu'au Québec, et ça évidemment c'est une chose dont je suis très fier au Québec, si vous arrivez en disant oui je suis extrémiste, oui je suis raciste, je suis pour l'usage de la violence contre les immigrants et les réfugiés, ça ne va pas beaucoup marcher dans le débat public. Et je pense effectivement que les valeurs que le Québec porte depuis assez longtemps finalement sont d'emblée assez réfractaires à ce genre de discours. Maintenant, les sondages montrent quand même, et on en discutait tout à l'heure, les récents sondages, que l'intolérance est quand même la chose la mieux partagée du monde et qu'il y a aussi, dans toutes les sociétés, au Québec comme ailleurs, pas plus, pas moins, et j'insiste, pas plus, pas moins, des niveaux d'intolérance qui existent, notamment face aux crises que je vous exposais tout à l'heure, des inquiétudes qui se manifestent sur la question de l'immigration, sur la question du terrorisme, etc. etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça nous donne comme groupe? Et là, je vous propose un portrait très rapide de l'extrême droite au Canada. Vous le voyez, qui a été fait par Barbara Perry, qui bosse là-dessus depuis 4 ou 5 ans, qui recense un petit peu les groupes d'extrême droite au Canada en 2016. Je ne veux pas m'arrêter trop là-dessus, là, mais c'est toujours important pour un prof de montrer un tableau avec des statistiques, ça fait plus sérieux. Donc, là, vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de groupes, une vingtaine. Moi, je vous dirais au jour d'aujourd'hui, en 2017, au moment où on se parle au Québec, c'est peut-être une trentaine de groupes, je vous en présenterai quelques-uns. Donc, si on ne les qualifie pas d'extrême droite, qui pourraient s'apparenter à la droite extrémiste et populiste. Okay. Certainement pas au centre-gauche, mais donc à la droite populiste et extrémiste. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça, au Québec? Alors là, c'est la slide de tous les dangers. S'il y a ici des membres de la meute, puis peut-être qu'il y en a, de Storm Alliance, etc., là, ils vont bondir en disant, mon Dieu, on est qualifié là-dedans. Ben, pas un chat, mais je compte les oreilles, je compte les pattes, je regarde les moustaches et je dis, bah oui, ça peut s'apparenter à un certain groupe. Alors je pense qu'aujourd'hui, si on voulait faire une typologie de l'extrémisme de droite et populiste au Québec, c'est important d'établir des nuances. C'est important de ne pas renvoyer tout le monde nécessairement dans le même panier. Alors la typologie, elle vaut ce qu'elle vaut, et puis vous savez que finalement, on pourrait très bien dire qu'elle ne correspond pas à la réalité, puis ce serait correct, mais moi, je distingue 4 types de groupes. Je distingue des groupes qui sont plus populistes, qui ressemblent finalement à la montée des populismes européens, qui ressemblent à un certain populisme aux États-Unis. Alors, je le classe, par exemple, la meute, Storm Alliance, dans des groupes qui sont des groupes plus populistes. Ensuite, il y aurait un extrémisme de droite plus légaliste. Légaliste, c'est des groupes et des partis qui vraiment aspirent éventuellement à un moment donné à pénétrer la démocratie parlementaire. Alors vous les voyez, il y en a un certain groupe, Horizon Québec Actuel, le mouvement traditionnaliste du Québec, la Fédération des Québécois de souche, donc là où il y a un discours politique plus légaliste, parfois ultra-conservateur, mais qui est présent. Ensuite, on a une extrême droite, et là je prends le terme d'extrême droite assez assumé, beaucoup plus groupusculaire, des petits groupes. Vous en avez quelques-uns ici. Qui, parfois, dans les discours, sans la légitimer, laisse un espace assez ouvert à la violence dite légitime.
finalement, vous avez vraiment des groupes qui s'apparentent à des milices. Donc j'en ai mis deux. Northern Guard, qui va bientôt prendre un peu d'expansion au Québec, et puis tout en bas, la petite tête de mort du Punisher, qui est le 3%, donc peut-être que vous en avez entendu parler, la milice du 3%, où la seule règle pour rentrer dans cette milice-là, c'est d'avoir un permis de port d'armes. Donc vous avez peut-être vu, ils font de l'entraînement dans la forêt, etc., etc. Ils ont posté quelques photos sur leur blog, sur leur page Facebook, où vous voyez effectivement des kalachnikovs, etc., avec ce genre de choses. Donc, ça, si vous voulez, et puis ça n'a pas la prétention à être exhaustif, c'est l'univers à l'heure actuelle de ce qu'on appelle l'extrémisme de droite ou l'extrémisme populiste au Québec. Alors, il va sans dire que entre ces groupes-là, il y a des vases communicants. Certaines personnes sont membres de plusieurs groupes. La Meute affiche par exemple sur sa page Facebook publique et privée ou secrète 60 000 sympathisants au total. Alors la vérité c'est quand on voit les membres actifs des clans au Québec, etc., on est plus à 3, 4, 5 000. Ça n'a rien à voir avec le nombre de sympathisants, de gens qui prennent... D'ailleurs, sur ces 60 000 sympathisants, il y en a beaucoup qui ont plusieurs noms, qui appartiennent aux deux pages. Il y en a qui sont invités malgré eux. Hein. Vous avez lu la presse comme moi, de gens connus qui étaient invités malgré eux. Puis il y a probablement 50% des sympathisants qui sont les services de police et de renseignement. Donc, ces groupes-là, il y a des vases communicants. Et évidemment, un des points importants étant que parfois, beaucoup de gens qui sont sympathisants de ces groupes-là suivent pas nécessairement les discours les plus radicaux qui sont tenus par les cliques à l'intérieur de ces groupes-là. Mais ce que la dernière année a montré quand même, c'est que même des groupes comme la Meute, Storm Alliance, etc. sont clairement infiltrés par des individus d'extrême droite beaucoup plus radicales. Vous avez vu Charlottesville aux États-Unis, je ne vais pas citer de nom ici, là, pour m'éviter des longues poursuites, mais il y a des individus, clairement, qui appartiennent à ces groupes-là qu'on a vus dans ces manifestations. Là, ce que je vous dis, c'est connu, il suffit d'aller regarder les journaux en rentrant à la maison ce soir. Vous avez sur ces pages-là, et puis je ne me suis pas permis aujourd'hui, pour des raisons évidentes, de vous présenter des extraits de communication sur ces pages Facebook, mais elles sont là aussi publiques sur certains sites, où on est clairement dans du racisme pur et dur et dans de l'extrémisme violent. Donc ça existe. Donc l'idée n'est pas ici de dire, parce que tu es sympathisant, forcément tu épouses l'ensemble de ces idées. C'est de commencer par dire, est-ce que tu sais qu'il y a aussi ces idées-là qui circulent et qu'il y a des noyaux à l'intérieur de ces groupes-là qui sont beaucoup plus groupusculaires, beaucoup plus radicaux, à la limite violents, et qui sont là. Et c'est pas parce que toi tu es sur cette page-là que ça fait de toi nécessairement quelqu'un qui a le même discours, mais à un moment donné, comme je vous le disais, il faut quand même ouvrir les yeux, puis il faut aller regarder ce qui se passe concrètement. Donc, cette galaxie-là et ces groupes-là ont en commun un certain nombre de discours, grossièrement, et vous verrez, il n'y a pas que le monopole, où certains de ces discours n'ont pas nécessairement le monopole, ou ne sont pas forcément le monopole de la droite, on peut les retrouver parfois aussi à gauche, mais le premier élément, évidemment, c'est qui nous sommes. Nous sommes le peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, nous sommes le peuple. Vous aussi, vous faites partie du peuple, moi aussi, je fais partie du peuple, et beaucoup d'entre vous ne sont pas dans ces groupes-là, et on est aussi le peuple. Donc je pense que le premier élément, c'est peut-être effectivement de se souvenir que personne n'a le droit de parler au nom du peuple. Okay. Personne n'est élu dans ces groupes-là. Okay. À ce que je sache, le conseil de la Meute n'est pas élu par ses membres. Il est autoproclamé. Quand vous êtes autoproclamé, vous ne pouvez pas dire que vous avez été élu par le peuple, donc vous ne représentez pas le peuple. Vous représentez une petite frange peut-être du peuple, vous représentez des regroupements d'individus, mais vous n'êtes pas le peuple. Donc c'est le premier discours, évidemment, c'est nous sommes le peuple. C'est toujours ce qu'on entend aussi, la dérive du populisme, un peu, le gros bon sens, donc l'évidence des faits versus les pelleteux de nuages, et puis, comme je vous disais tout à l'heure, les choses compliquées à comprendre, les statistiques, etc. etc. Qu'est-ce qu'ils défendent, ces groupes-là, et ont en commun de défendre des choses qui nous sont, du reste, à beaucoup d'entre nous importantes, effectivement, les valeurs, la nation, l'identité, la liberté, la sécurité, les frontières, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur le cœur
de l'extrémisme de droite et du nationalisme, la défense des valeurs de la nation, l'identité, la liberté, la sécurité, les frontières. Et c'est important de concevoir aussi, et de, à mon avis, de garder à l'esprit, qu'il y a un élément de perception super important ici. C'est-à-dire que on a tous ça à cœur, mais la question va être de dire qu'est-ce qui est menacé là-dedans, qu'est-ce qui est réellement menacé là-dedans. J'y reviendrai tout à l'heure, mais quand on regarde les statistiques et la pénétration, par exemple, de l'islam radical au Québec versus l'islam radical en Europe, on est dans deux planètes totalement différentes. Quand on parle de djihadisme violent, on est sur deux planètes totalement différentes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque ici et qu'il faut dire bah, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire qu'il faut quand même pondérer la perception ou l'analyse qu'on fait de la menace par rapport à nos capacités réelles qu'on a de répondre à la menace et puis au futur. Et ça, c'est n'importe quel agent de renseignement ou de service de police vous dirait ça. Un risque, c'est d'abord vous mesurez la menace et vous regardez votre vulnérabilité, votre capacité à répondre à la menace. À l'heure actuelle, au Canada, le ratio est assez bon sur cette question-là. Le ratio est assez bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attentat. Il y en aura. Si quelqu'un est motivé et veut commettre un attentat, il commettra l'attentat. Il faut arrêter de se mentir. Là. Vous voyez bien, à Las Vegas, un type arrive à faire passer 25 armes à feu au 32e étage d'un hôtel, à passer sous les écrans radars totalement, à acheter des armes à feu, tu en vois là pendant des années et des années et des années, en passant complètement sous les écrans radars. Donc, quelqu'un avec ce profil-là est quasiment indétectable. Il faut qu'on vive avec ça, et peu importe le bord d'où il vient. Une fois qu'on a dit ça, parfois, le fait de surenchérir et d'en faire trop, bah, ça accroît le problème plutôt que ça règle. On défend donc ces questions-là contre quoi? Et alors là, évidemment, il y a un discours commun qu'on retrouve beaucoup contre les élites politiques, les élites médiatiques, les experts, contre l'immigration de masse, on va y revenir tout à l'heure, parfois l'islam, parfois les juifs, parfois les complots, donc contre toutes ces figures un peu de l'ennemi, parce qu'évidemment, pour fédérer un regroupement, il faut des ennemis communs. Et c'est un peu ça le discours qu'on a, et puis là, ce que je vous dis, c'est après avoir passé quelques heures sur les pages Facebook de ces groupes-là, j'essaie de vous faire une synthèse rapide, mais en gros, si vous regardez, vous allez retrouver ces éléments-là. Donc ces trois premiers points, nous défendons contre qui sont assez communs à ces groupes, avec des pondérations, où on est prudent entre les pages publiques, les pages secrètes, entre le discours public, le discours privé, là où il y a parfois effectivement des dissensions fortes, outre les dissensions entre les individus évidemment, c'est sur les moyens. Donc là vous avez les groupes qui choisissent plus la voie du lobbying ou de l'influence, probablement sous peu celle des élections, et puis vous en avez qui prônent davantage l'autodéfense, les armes, la violence. Là, c'est ce qui va effectivement décider du curseur entre ceux qui sont plutôt démocrates et ceux qui sont plutôt pour un régime autoritaire, étant pas forcément totalitaire, mais autoritaire. Donc, c'est là où vous allez avoir effectivement des dissensions, et si vous reprenez mon schéma tout à l'heure, plus on est pour l'autoritaire, plus on va être dans la catégorie de droite groupusculaire, éventuellement milice, puis où là finalement on est un peu condamné en dehors de l'espace démocratique. Et plus on est démocrate, ou on dit qu'on est démocrate, plus on est capable d'avoir un poids dans le jeu politique. Donc, l'immigration. J'ai décidé de m'arrêter sur 3 thèmes. On va peut-être en aborder juste 2. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Moi en général, on sait quand je commence, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, les termes du débat. Est-ce que l'immigration est un sujet dont on peut débattre au Québec? Oui. Est-ce que c'est un sujet dont on doit débattre? Oui, comme n'importe quel sujet. Maintenant, le problème, c'est pas de débattre de ce sujet-là, c'est la manière dont on pose les termes du débat. Le premier élément, là, c'est pas moi qui le dis, mais l'immigration, c'est pas un choix. On a besoin, au Québec et au Canada, d'immigration. On a besoin pour des raisons très très simples. Vous avez vu les statistiques. Pour la première fois, on a plus de gens de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 14 ans. Donc effectivement, une décroissance
une population vieillissante. Ça a des répercussions sur quoi? Sur l'emploi. Hein? Demandez aux producteurs agricoles s'ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre l'été pour les aider dans les champs, aux récoltes. Demandez au secteur des technologies de l'information et de la communication dans lequel le Canada excelle, si on n'a pas besoin effectivement de ce type de profil-là. Donc l'emploi, évidemment, c'est une certitude. Et puis à l'heure actuelle, au Québec et au Canada, on n'est pas en situation de plein emploi, mais on est dans une bonne situation vis-à-vis de l'emploi. Après, le problème, évidemment, porte, mais là, on va lancer un débat là-dessus, vous le savez mieux que moi, sur la qualité des emplois, la rémunération des emplois, notamment en région, etc. Donc le niveau de qualification. Mais l'emploi, c'est un besoin, c'est sûr. Et surtout, qui va payer nos retraites. Je ne sais pas si ça vous inquiète, mais moi, ça m'inquiète. Hein. J'ai qu'une fille, je la regarde, je lui dis, chérie, il va falloir que tu bosses dur. Hein. Mais j'ai des amis qui ont 3 enfants, donc ça me rassure. Et ceux qui ont 7, je leur donne une médaille. Donc, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Que c'est important. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a des débats qui vont avec ça. Combien d'immigrants on est capable d'accueillir? Il y a aussi des débats comme comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont bien intégrés à la société. Bien intégrés, c'est l'accès au logement, c'est l'accès à l'emploi, c'est évidemment la question de la francisation. Au Québec, on est extrêmement sensible sur la question du parler francophone, etc. Donc tout ça, c'est des défis importants, oui, dont on doit pouvoir discuter. Mais avouez qu'il y a une différence entre présenter la question comme ça, et puis débattre de ça, et puis dire, écoutez, on est face à une immigration massive, dans 20 ans, on sera plus capable de parler français au Québec, et puis on sera tous, vivra sous le règne de la charia. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Sur la question de la crise haïtienne, est-ce qu'il y avait une crise? 8000 Haïtiens qui ont traversé, Haïtiens et pas seulement Haïtiens, qui ont traversé la frontière. Vous savez combien on reçoit d'immigrants au Québec par année? L'année dernière, c'était 330 000. Au Canada, pardon. Au Québec, pardon. Le Québec, c'est 50 000. Donc 330 000 au Canada, 50 000 au Québec. Donc est-ce que 8 000 font la différence? On avait 35 000 réfugiés l'année dernière à peu près. Donc on a cette capacité d'absorption. Et à mon avis, la crise qu'on a vécue, c'est surtout une crise médiatique, en ce sens qu'on a eu vraiment l'impression que les pouvoirs publics n'étaient pas capables de gérer ça. C'est sûr que quand on ouvre le stade à Montréal et quand on voit des tentes de l'armée canadienne sur le bord de la frontière, ça donne l'impression qu'il y a une crise. Mais finalement, vous le voyez, 1 mois et demi après, la crise est résorbée, beaucoup de dossiers ont été traités, 50%, je le rappelle, des demandes d'asile qui ont été traitées pour l'instant ont été acceptées, 50% ont été refusées. Donc on est dans les mêmes statistiques que d'habitude. On a eu des pics bien plus graves que celui-là. Et donc je pense que ça aussi, c'est des éléments importants où il faut rétablir dans une certaine mesure les faits et où il faut dire aux gens, c'est quand même ça la réalité. Et à partir de là, oui, on est capable d'avoir ces débats-là. Donc vous voyez cette question de l'immigration, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur ceux qui disent on veut en parler. Il faut engager le dialogue là-dessus, mais il faut l'engager sereinement, chiffre à l'appui, puis là on peut avancer. Non, au sens propre, au sens figuré. Ça, c'était Pegida qui avait mis en ligne une feuille d'une famille de 4 réfugiés syriens avec le gros titre « Regardez, les réfugiés syriens touchent plus que les familles canadiennes moyennes ». Alors je vais vous passer la démonstration parce que ça serait long ici qu'on en parle, mais quand vous regardez les chiffres, vous vous apercevez que finalement c'est fallacieux. On vous donne un chiffre général pour ce qui a été donné et alloué à la famille syrienne, sans voir qu'elle avait 2 enfants. On vous a donné des chiffres pour un ménage classique canadien sans enfants, et au final on s'aperçoit finalement, mais là je vous passe toute la démonstration, que cette feuille-là montre que les réfugiés syriens continuent effectivement, avec les allocations du gouvernement, d'être à la limite du seuil de la pauvreté au Canada tel qu'il est défini. Donc là aussi, prenons la peine de regarder les faits, les statistiques, de se poser les bonnes questions, et puis peut-être qu'effectivement les réponses peuvent être différentes. Le deuxième thème, évidemment, important, est la question, par rapport à l'immigration aussi, mais de l'islam et des musulmans. Là aussi, je pense que ce thème-là peut être abordé de manière assez sereine. J'ai repris le même entonnoir tout à l'heure que celui de l'extrémisme violent. Dans la très grande mesure, il y a beaucoup de musulmans pour qui l'islam est à leur quotidien ce que le catholicisme est au nôtre. C'est donc une religion de culture.
pas forcément pratiqué, mais de culture. Ensuite, vous en avez qui sont effectivement, qui pratiquent de manière modérée. Là, vous avez vu entre les deux, je vous ai mis un petit extrait quand même, je ne pouvais pas m'en empêcher, d'un des cadres de la meute, dont je ne citerai pas le nom, qui explique que l'islam n'est que radical. C'est pas tout à fait vrai, évidemment. Donc vous avez évidemment aussi un islam qui est plus radical, effectivement, dans le monde, donc vous voyez, après modéré. Et puis vous avez un islam qui est politique. Alors on entend toutes sortes de choses compliquées là, qui disent « moi je ne suis pas contre l'islam, je suis contre l'islam radical, je suis contre l'islam politique ». Mais l'islam politique, c'est quoi? L'islam politique, c'est la revendication d'une minorité, ici musulmane, de droit, dans la société dans laquelle elle vit. Comme finalement n'importe quel groupe d'intérêts qui défendrait des intérêts qui peuvent être corporatifs, qui peuvent être ethnoculturels, qui peuvent être ci ou mi. Et donc évidemment, est-ce que nous, en tant que société démocratique, on est capable de gérer les demandes politiques des groupes? Oui, on est capable de le faire, sans grimper au rideau. Et il y a eu des débats ici au Québec assez houleux, assez tendus sur ces questions-là, mais je pense qu'on est tout à fait capable de le gérer. Un autre élément que j'ai entendu bien souvent, c'est la meilleure réponse à l'islam ou le djihadisme violent, c'est la laïcité. Là, c'est sûr qu'en tant que Français, quand on dit ça, ça me fait bondir. Le pays le plus laïque au monde, c'est la France. Le pays où il y a le taux de djihadisme violent le plus important, c'est la France aussi. Alors, est-ce que ça mérite qu'au Québec, on débatte de la laïcité? Oui, je suis pour ma part pour la laïcité. Absolument. Est-ce qu'on dit que la laïcité est une réponse au djihadisme violent? Absolument pas. Elle est une réponse à la gestion des demandes de minorités, qu'elles soient culturelles, religieuses, ethniques, nommez-les comme vous voulez, à des droits politiques dans la société dans laquelle on vit. C'est tout. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'énerver avec ça. Et évidemment, quand je vous parlais de la peur, de l'anxiété, etc., beaucoup sur le fait que l'islam, la théorie du grand remplacement, où finalement les musulmans remplaceraient les sociétés occidentales et leurs valeurs judéo-chrétiennes. Je pense que, évidemment, statistiquement, c'est pas très bien démontré. Je pense que Québec connaîtra le retour des Nordiques avant de vivre sous la charia. Dans les deux cas, je serais mort avant. Soit tué par le maire Labaume, soit tué par un djihadiste. Parce que j'ai dit ça aujourd'hui, qu'il n'aurait pas les Nordiques. Régis, c'est pas vrai. Le troisième élément important, évidemment, c'est toutes les théories du complot. Et donc vous trouvez beaucoup, effectivement, de complotisme derrière ces discours-là. C'est-à-dire un ennemi commun, un ennemi intégré. Alors parfois, c'est les islamo-gauchistes. C'est vrai qu'il y en a, mais ils ne complotent pas. Parfois, c'est évidemment... Et vous voyez, j'ai mis ici, évidemment, des dessins provocateurs. Mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Bien sûr. Moi, vous savez que j'ai aussi fait beaucoup de sondages. On a fait des quiz. On a tout un programme de prévention dans les cégeps et les écoles secondaires. On a fait un quiz pour tester 4 théories du complot. Vous seriez effarés. Nos jeunes, un de nos jeunes sur 2 pense que le 11 septembre n'a pas été commis par Al-Qaïda. Que quelque part en sous-main, il y avait soit les Américains, soit le Mossad israélien, etc., etc. Nous, on ne s'en rend pas compte. Mais eux sont nés dans le monde post-11 septembre, celui du choc des civilisations. Sauf que si vous ne prenez pas la peine de redire ça à ces jeunes et à ces gens-là, c'est leur prisme de base. Après, vous pouvez ramer longtemps pour essayer de parler des faits, etc. C'est comme si finalement on ne prenait pas la peine de répéter aux gens qu'il y a eu l'Union soviétique, que le mur de Berlin s'est effondré, etc., etc. Mais ça, on ne le réalise pas, nous. Mais c'est une réalité. Là, je vous ai mis une photo et vous verrez pour ceux qui ont envie ce soir, avant de se coucher, d'aller sur les pages Facebook des groupes dont je parlais, le monsieur George Soros. Donc George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise, évidemment juif, qui finance finalement toutes les campagnes électorales et secrètement un grand complot mondial pour nous desservir. Et conclusion, là on est mal. Alors on y va. Donc, où est-ce qu'on les retrouve, ces groupes-là? Alors on les a d'abord retrouvés sur les médias et les réseaux sociaux. Là, j'ai pris quelques photos ou quelques images, évidemment, les réseaux sociaux, Facebook, etc., les radios.
j'en citerai pas. Les journaux, j'en citerai pas. Les blogs, j'en citerai pas non plus, mais vous savez tous et toutes à quoi je fais référence. Donc, on les a d'abord retrouvés sur les médias et les réseaux sociaux, ce qui leur a donné finalement une caisse de résonance de loin supérieure à leur capacité de mobilisation dans la rue. Et là, vous avez des photos, certaines ont été prises à Québec, en fait la plupart. C'est le hasard ça. Il n'y a pas d'écosystème particulier à Québec, c'est juste que comme il fait bon, le climat est chouette, les gens viennent là d'abord. Sur la frontière évidemment, donc finalement je vous dirais que cette capacité de mobilisation, on l'a vu d'abord sur les réseaux sociaux, dans les radios, ce qui d'ailleurs nous fait dire quand même, quand on dit que ces gens-là, on leur prime leur liberté d'expression, moi je les ai jamais entendus. Ils sont là et bien là, on les entend, tous les jours. Et donc dans la rue, et finalement, évidemment, la dernière étape, ça serait celle de la politique. Donc on a vu quelques figures emblématiques de gens qui appartiennent à d'autres syndicats que le vôtre, décider de se présenter en politique. Et évidemment, c'est la prochaine étape. La prochaine étape de ces groupes-là, c'est essayer d'avoir une influence dans le jeu politique. Donc on a vu, par exemple, certains se présenter sur la scène municipale, qui est probablement le bon échelon, pour essayer de faire de l'infiltration, ou en tout cas de s'enraciner localement, et puis après de grimper les échelons. Alors vous me direz, réseaux sociaux, la rue, des manifestations, la politique, jusque-là on est toujours dans la liberté d'expression. Mais évidemment, où est-ce que ça pose problème? Ça pose problème à 3 niveaux à mon avis. Ça pose problème d'abord par le fait qu'on assiste à une forme de normalisation et de banalisation d'un discours de peur et de haine à l'intérieur de l'espace public. On est en train de déplacer le curseur en disant ce type de discours, même s'il commence à être un peu haineux, ok, on peut l'écouter, on peut l'entendre. Il est légitime dans l'espace public. Et je le répète, les débats peuvent être menés, mais la manière dont on mène les débats, c'est un problème. Le deuxième élément, évidemment, c'est qu'on assiste à une polarisation du débat public. Finalement, non, si toi t'es de la meute, je te parle pas, et puis le gars de la meute qui dit à l'autre, mais toi de toute façon t'es d'extrême gauche, je te parle pas, t'es syndicaliste, etc., etc. Et donc la polarisation du débat public, évidemment, elle cristallise les positions. Elle cristallise les positions et c'est probablement la pire des choses qui peut arriver, c'est que tout le monde se montre le bourrichon chacun de son côté et qu'on vive, et ça c'est le problème évidemment des médias numériques, c'est qu'on vit dans des tribus numériques. On ne nous envoie que l'information qu'on veut bien entendre, on ne nous envoie que les nouvelles et les fake news qu'on veut bien entendre. Et on n'est jamais exposé à des discours contradictoires, on n'est jamais exposé à des faits contradictoires. Et ça, c'est évidemment, selon moi, ce qui est le plus risqué. Et à la fin, finalement, le dernier élément, celui de la sécurité nationale et de la sécurité publique. Et donc, je vous disais tout à l'heure, effectivement, une manifestation à la colle, est-ce que c'est un problème de sécurité nationale? Pas nécessairement, mais, et là c'est les 2 dernières diapositives, je vous promets, on a quand même, comme je vous le disais, une augmentation claire des crimes haineux au Québec. Et je vous ai pris 3 exemples, une voiture taguée avec une croix gammée à Montréal, Saguenay, Ville-Blanche, et finalement la fameuse tête de porc à l'entrée de la mosquée. On pourrait trouver ça jovial, mais c'est pas jovial. C'est un acte haineux. C'est un acte haineux qui fait peser sur les populations qui le vivent une insécurité chronique. Évidemment, je n'ai pas à vous convaincre de ça. Mais ça n'est pas banal. Ça n'est pas banal. Et les services de police, les services d'ordre doivent réagir systématiquement aux incidents haineux. Ça, c'est fondamental pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale. Et moi, j'ai vu mon pays, dans une certaine mesure, dans une certaine portion de son territoire, se déliter. Où cette cohésion et ce vivre ensemble social n'existe plus. Le monsieur tout à l'heure en traite parlait d'effectivement rester tissé serré, être là les uns pour les autres. C'est pas choisir à qui on donne le sandwich ou à qui on donne le 2$ dans la rue. C'est pas dire à mon voisin, toi je vais t'aider parce que t'es de telle ou telle couleur ou telle religion. Non, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas dans moi, la conception que j'ai de la société dans laquelle je veux vivre. Et au-delà de ça, évidemment, les actes haineux, le problème c'est qu'un discours ambiant crée, dans une certaine mesure, un terrain favorable à ce que des gens qui sont plus portés sur la violence passent à l'acte. Et c'est aujourd'hui ça la crainte des pouvoirs publics. C'est que finalement, évidemment, c'est pas forcément le groupe qui va dire fais ci ou fais ça, mais que dans un discours ambiant, il y a une multiplication de ça. Et je conclurai donc, c'est une vraie conclusion. Oui, il y a aussi de l'extrémisme violent et du terrorisme de droite.
au Québec, c'est pas un terrorisme à l'envers. À l'heure actuelle, si mes comptes sont bons, dans les 4 dernières années, il y a eu 2 morts par le djihadisme violent, il y en a eu 6 par le terrorisme d'extrême droite, même s'il n'a pas été qualifié juridiquement d'acte terroriste. 6-2. On ne va pas faire de décompte macabre ici. Vous avez les 6 photos des gens qui sont morts. À gauche, un Montréalais haïtien d'origine qui s'est fait rentrer un couteau. En bas, une jeune femme en 2002 qui a été assassinée au Québec, à Chatham. Les 2 jeunes qui l'ont tuée ont dit c'est parce qu'elle était latino-américaine. Et puis finalement, les autochtones, qu'il ne faut pas oublier, qui sont aussi victimes passablement d'actes haineux. Donc voilà un peu, si vous voulez, selon moi, les termes du débat. Et puis la dernière slide, elle vous posait une question. Moi j'ai déjà trop parlé, c'est qu'est-ce qu'on fait ?